Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant la programmation d'applications iOS en Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir le jeu du juste nombre, exactement comme on l'a vu dans la vidéo sur les bases quand on l'a réalisé à la console, sauf que cette fois-ci, on va le réaliser avec une interface graphique au format application iOS. Mais juste avant, je vais vous donner la solution qui concerne la réalisation du dernier Hello World de la vidéo précédente. Réouvrez donc votre projet avec Xcode afin de voir apparaître la dernière fenêtre, donc la dernière interface, que nous avions quittée lorsque nous avions terminé la deuxième vidéo. On était sur le point de programmer le troisième Hello World, c'était à vous de le faire, j'espère que vous avez réussi. Je vais maintenant vous donner la solution. Donc le troisième Hello World consistait à entrer son nom dans une zone de texte et lorsqu'on appuie sur le bouton, eh bien le label à qui ai-je l'honneur est remplacé par bonjour suivi du nom qu'on a entré dans la zone de texte. D'ailleurs je vais renommer le bouton en validé, ça sera plus clair. Maintenant, vous savez comment faire cela, il n'y a pas de problème. On va l'agrandir un peu. Voilà. Et donc, j'avais mis un commentaire pour vous aider un peu sur le code qu'il fallait écrire. Donc, il fallait affecter au label le texte bonjour, concaténer avec un plus le texte de la zone de texte. Donc, le code qu'il fallait mettre est le suivant. On affecte quelque chose au label, donc on cible le label qui s'appelle Hello Text. Donc, j'écris Hello Text. Je vais maintenant cibler le texte du label, et le texte avec un T majuscule, cibler le texte du label en appelant la propriété .text. Le texte du label, je vais l'affecter à la chaîne de caractères bonjour, suivi d'un espace évidemment pour le séparer du prénom, concaténer avec un plus le texte de la zone de texte. Notre zone de texte s'appelle prénom texte, donc on va écrire prénom texte et cibler la propriété texte de cette zone. Ici, on a le droit de concaténer avec un plus, car bonjour est une chaîne de caractères et le champ de texte en est aussi une. Voilà pourquoi on a le droit d'utiliser le plus. Donc ici, Xcode nous signale une erreur, c'est parce que helloText.text peut prendre une valeur de nul, c'est-à-dire nil. Je vous rappelle qu'on a mis le mot-clé weak pour justement montrer qu'elle peut prendre nul. Mais là, il faut maintenant montrer à Xcode que ce qu'on affecte à helloText.text n'est pas nul et que le champ de texte contient bien un texte qui n'est pas vide. Donc pour cela, on va ajouter un point d'exclamation après prénom texte.text pour assurer le label de recevoir un texte qui existe. Donc on met un point d'exclamation. Et vous voyez qu'avec ça, l'erreur disparaît tout de suite. Notre champ de texte et notre label étant des optionnels, puisqu'elles peuvent prendre la valeur de nul. Donc normalement, avec cette ligne-là, eh bien ça devrait marcher, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons tester notre programme. Donc je démarre le simulateur, et nous voilà donc sur notre application. Nous allons donc tester notre application. Je clique dans la zone de texte. Ici, un clavier virtuel s'ouvre. Vous pouvez utiliser votre propre clavier bien entendu. Si dans le cas contraire le clavier virtuel ne s'ouvre pas, il suffit d'aller dans la barre des menus, cliquer sur Hardware, choisir la mention Keyboard et cliquer sur Toggle Software Keyboard. Je vais maintenant taper mon prénom. Donc on va mettre Romain. Je le tape ici au clavier virtuel. J'aurais pu très bien le faire avec mon clavier, mais c'est pour vous montrer qu'avec le simulateur c'est bien possible. J'appuie sur le bouton Valider et il s'affiche Bonjour Romain. Donc vous voyez qu'on peut utiliser n'importe quel prénom, normalement ça devrait marcher, même si je mets Toto et que je clique sur Valider, il s'affiche Bonjour Toto. Donc voilà notre troisième type d'Hello World, dire bonjour à quelqu'un, et cette personne doit simplement renseigner son prénom dans la zone de texte que l'on a placée. Maintenant, nous allons voir comment réaliser le jeu du juste nombre. Donc nous allons nous attaquer vraiment au sujet de cette vidéo. Et pour le jeu du juste nombre, il faudra connaître tous les objets que l'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire une zone de texte, un bouton et un label. Avant de commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu une fois terminé. Donc ça sera une ébauche très basique évidemment. Je vais donc revenir au menu avec le raccourci commande maj H et j'ai justement placé l'application du juste nombre dans le simulateur et nous allons maintenant la tester. Donc je clique sur le juste nombre. Voici comment se présente le menu de notre application. Donc il y a le titre, tout simplement, le juste nombre, il s'agit d'un label, deux boutons, un bouton jouer, un bouton comment jouer. Donc le bouton comment jouer, je ne l'ai pas programmé, c'est un bouton factice, on peut juste cliquer dessus. Et en bas de la fenêtre, une mention de création, enfin, ça c'est comme vous voulez. D'ailleurs c'est la même chose pour les couleurs, j'ai choisi cette charte graphique là, mais vous pouvez en choisir une autre, il n'y a pas de problème. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque je clique sur jouer. Lorsque je clique sur jouer, vous voyez qu'on passe à une autre fenêtre, une autre vue. Cette vue contient un bouton retour qui permet de retourner au menu. Donc si je clique dessus, on revient au menu. Un label où il y a marqué entrer un nombre, une zone de texte où on va entrer notre nombre et un bouton valider. Donc vous voyez, ça n'est pas très différent du troisième type d'Hello World. Ensuite, il y a un autre label que vous ne voyez pas ici, qui se situe juste en dessous du bouton valider et qui est là pour nous afficher si le nombre est plus grand ou plus petit, ou si le nombre n'est pas compris dans l'intervalle.
Faisons une démonstration. Je clique dans la zone de texte. Donc je vais activer le clavier numérique. Donc pour ça, en allant dans Hardware, comme je vous ai dit, Keyboard, puis Toggle Software Keyboard. Donc voilà le clavier numérique. Je vais maintenant saisir un nombre. Étant donné qu'il s'agit d'un intervalle entre 1 et 100, je vais évidemment choisir 50. J'appuie sur Valider. Le nombre est plus petit que 50, donc je fais 25. Le nombre est plus grand, voyons voir 35. Plus grand, 45. Plus petit, donc on va essayer 40. Plus petit que 40, voyons voir 37. Et donc c'était le nombre 37, et il y a marqué « Bravo, vous avez trouvé le nombre 37, et notre nombre d'essais a été de 6. » Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus le droit d'interagir avec la zone de texte. Vous voyez, si je clique, ça ne marche pas. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est programmé, et c'est ce que nous allons faire. Les seuls boutons actifs sont « Retour », qui permet de retourner au menu, et Rejouer, qui permet de rejouer une partie. Si je clique sur Rejouer, le bouton Rejouer va se changer en Valider, la zone de texte va redevenir active et je pourrai interagir avec elle, et le label au milieu de la fenêtre va s'effacer pour laisser place à une nouvelle partie. Regardez, je clique sur Rejouer, et hop, tout se recharge comme si c'était la première fois. Vous remarquerez d'ailleurs que l'on ne peut pas valider quand la zone de texte n'est pas remplie. Vous voyez, je clique, ça ne marche pas, je suis obligé de mettre un nombre pour pouvoir valider. De même, si je mets un nombre et que je l'efface, je ne peux toujours pas valider, cela est normal. Je ne peux pas non plus entrer un nombre qui est en dessous de l'intervalle, par exemple 0. Si je valide, vous voyez qu'il y a un message indiquant « Merci d'entrer un nombre entre 1 et 100 ». Je ne peux donc pas rentrer non plus les valeurs 101, 102, 103 car elles sont au-dessus de 100. Si je teste, il y a le même message qui s'affiche. Et nous allons donc programmer tout cela. Donc s'il y en a qui ont déjà une idée de comment faire, ils peuvent commencer tout de suite, sinon pour les autres, je vous conseille de rester un peu, nous allons avancer petit à petit et je vous dirai à certains moments de la vidéo quand est-ce que vous pouvez arrêter pour par exemple essayer de le faire par vous-même. La première chose que nous allons faire, c'est déjà effacer tous les objets graphiques de notre interface. Donc notre label, on l'efface avec le raccourci commande X, la zone de texte, on l'efface également, et le bouton valider. Et nous allons repartir de zéro. Nous allons déjà designer notre interface, donc notre interface qui correspond à la classe ViewController. Nous allons d'ailleurs effacer le code qui est à l'intérieur, j'ai totalement oublié, car du coup il n'est plus valable avec notre nouvelle interface, voilà. Donc on va mettre un fond noir. Pour commencer, évidemment, je vous ai dit, la couleur c'est vous qui choisissez, donc je clique sur la vue. Dans la zone d'utilitaire à droite, je vais choisir la couleur, il faut évidemment bien cliquer sur la vue, voilà. Background, ici il est de couleur blanche, mais nous on va mettre une couleur noire. Je vais glisser un label de couleur orange, donc je glisse mon label. Nous allons écrire à l'intérieur le juste nombre. Aligné au centre. Voilà, nous allons augmenter un peu la police. Donc on a dit couleur orange. Bon, ça c'est que du design, hein, c'est pas le plus important ici, bien évidemment. Deux boutons. Un premier bouton pour jouer. Et vous pouvez également rajouter un deuxième bouton pour comment jouer, voire même un troisième bouton pour faire autre chose. Après, vous pouvez toujours améliorer le jeu, comme par exemple afficher votre site web ou autre. Nous, on va juste mettre le bouton jouer, car c'est ça le plus intéressant. C'est de jouer au jeu du juste nombre. Donc on écrit jouer. On agrandit la police encore une fois. On va le mettre d'une couleur blanche. Voilà, on va le baisser. Parfait. Donc voilà notre première interface et lorsqu'on va cliquer sur jouer, eh bien cela va nous amener à une deuxième interface. Alors comment créer une deuxième interface avec Xcode? Donc nous allons déjà réduire notre fenêtre de code en plaçant le curseur de souris au centre afin de voir apparaître une barre avec des flèches, voilà, celle-ci, et on va décaler notre zone de code. Pour créer une nouvelle interface, on va aller dans notre bibliothèque d'objets graphiques, comme toujours, et on va sélectionner le premier objet qui s'appelle ViewController et qui ajoute donc un nouveau contrôleur à notre projet. Donc évidemment, il faut redimensionner ce contrôleur à la taille de l'iPhone 6, puisque c'est le modèle que j'ai choisi dans cette série de vidéos. Donc dans l'onglet de droite, au niveau de la taille, je choisis iPhone 4,7 pouces, c'est la taille pour un iPhone 6. Je décale ma première vue, et voilà ma seconde vue. Designons maintenant notre seconde vue, je clique dessus, je lui mets un fond noir, on va lui mettre un bouton retour sur le côté, ici, là-haut. Donc vous voyez, l'interface se fait assez facilement, c'est du simple glisser-déposer. Donc il ne devrait pas y avoir de souci pour vous à ce niveau-là. Une couleur orange, pourquoi pas une augmentation de la police, voilà. Un label où il va y avoir marqué entrer un nombre.
qu'on va centrer, dont on va augmenter la taille de police, que l'on va mettre en orange. On va maintenant prendre une zone de texte, toujours dans notre bibliothèque d'objets graphiques, donc une text field, qu'on va laisser à cette taille-là, c'est largement suffisant, pour entrer un nombre, un autre bouton qui va s'appeler valider, voilà, dont on va augmenter un peu la police aussi également, et notre label qui va nous dire si le nombre est plus grand ou plus petit. Donc pour cela, on met un label à peu près à ce niveau-là, donc au niveau du bouton retour. Vous voyez la ligne verticale ici. On l'agrandit pour qu'elle prenne toute la zone de l'interface. Il faut bien penser qu'il y a le clavier virtuel qui va s'ouvrir et donc ça serait bête qu'il cache notre texte. Voilà, nous allons centrer le texte. Pourquoi pas agrandir la police, le mettre de couleur orange et ici de mettre un texte vide car on ne doit pas le voir. Là, on va maintenant toucher une autre propriété du label que l'on n'a pas utilisée juste à présent, c'est la propriété lines, qui permet de dire sur combien de lignes on va afficher le texte. Et nous, à un moment, on affiche un texte qui est assez long, le texte de fin, où il y a marqué « Bravo, vous avez trouvé tel nombre », et ce texte doit tenir sur plusieurs lignes, et il faut au moins mettre 4 lignes. Donc vous voyez, je mets lines 4 pour que Xcode nous prévoit 4 lignes dans ce label-là. Donc normalement, comme ça devrait être bon. Et nous allons maintenant lier notre première interface à la deuxième interface. Alors comment faire? Eh bien il suffit de cliquer sur le bouton jouer, d'appuyer sur la touche CTRL, le clic gauche pour voir apparaître encore ce fameux trait bleu que l'on va cette fois-ci non pas lier au code, mais qu'on va lier à la deuxième interface. En lâchant le clic gauche, on nous demande quelle action on veut faire. Et nous, lorsqu'on appuie sur le bouton jouer, on veut montrer la deuxième interface, donc on va cliquer sur show, qui veut dire montrer en anglais. Et vous voyez qu'une flèche apparaît pour nous dire qu'il y a un événement qui permet de passer de la première à la deuxième. Et cet événement, c'est lorsqu'on clique sur le bouton jouer. On va aussi faire la même chose pour le bouton retour, donc on clique sur le bouton retour, on appuie sur CTRL, le clic gauche pour apparaître le trait bleu, cette fois-ci on va le joindre à la première vue, on clique sur show, et donc vous voyez qu'on a un autre trait qui apparaît qui nous dit qu'on passe également de cette vue à celle-ci. Donc maintenant, si vous exécutez votre application, eh bien vous pourrez switcher entre la première et la deuxième vue en appuyant sur le bouton jouer puis sur le bouton retour. Voyons maintenant la partie intéressante, c'est-à-dire le code. Donc on va décaler notre main storyboard, voilà, on va ramener notre zone de code, donc le code a changé, ça c'est normal car j'ai cliqué sur la vue que j'ai mise, et donc pour revenir au view controller, il suffit de cliquer sur notre première vue. Donc voilà la classe ViewController, cette classe ne va rien faire, tout va se jouer dans la classe qui va correspondre à la deuxième vue, chaque vue doit avoir une classe, c'est obligatoire pour faire des opérations sur celle-ci, et nous allons donc créer une nouvelle classe en Swift. Donc on va cliquer sur le plus en bas à gauche du logiciel pour faire New File, et on va ajouter un fichier Swift, donc Swift File. Et au lieu d'appeler ça ViewController, eh bien on va appeler ça GameController, car c'est notre classe qui va contrôler notre jeu. Je crée donc ma classe, vous voyez qu'elle apparaît dans l'arborescence à gauche, ici, et qu'elle est complètement vide. Donc nous allons, en attendant, ça nous a caché le main storyboard, mais c'est pas grave, commencer à créer et à remplir cette classe. Donc déjà, au lieu de importer les fondations, on va importer le kit qui nous permet d'utiliser les objets graphiques, c'est-à-dire UIKit, pour User Interface Kit, avec un K majuscule. Une fois que cela est fait, on va créer notre classe GameController. Donc vous savez créer une classe, je ne vous apprends rien là-dedans. On va maintenant faire hériter cette classe du protocole UIViewController. Vous savez aussi comment on fait hériter une classe d'un protocole. Comme quoi la partie sur la programmation orientée objet est très utile comme vous pouvez le voir. Voilà notre classe créée. Alors lorsqu'on crée une nouvelle classe, avant d'écrire n'importe quelle ligne de code, il faut faire quelque chose de très important. Il faut retourner dans notre main storyboard, sélectionner la vue qui va être affectée à la classe. Ici c'est notre vue de jeu, donc je clique dessus. Et dans la zone d'utilitaire à droite, vous cliquez sur le troisième onglet afin de sélectionner quelle est la classe qui va être associée à cette vue-là. Pour nous, cette classe c'est GameController, on vient de la créer. Donc dans la zone classe, comme vous pouvez le voir ici, dans le troisième onglet de la zone utilitaire, je vais taper GameController. Et vous voyez, Xcode me le propose, j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Maintenant, vous pouvez voir que lorsqu'on clique sur cette interface, eh bien, c'est le code du GameController qui apparaît. Et ça sera beaucoup plus pratique pour coder par la suite en ayant l'interface à côté. Et donc, dans cette classe, eh bien, il va falloir mettre le même code que l'on a mis lorsqu'on l'a programmé sous la console. Donc si vous vous sentez maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo ici et essayer de le faire par vous-même.
Sinon, on va continuer. Je ne vais pas vous marquer le code, je vais mettre les commentaires. Voici à présent notre classe GameController avec des commentaires. Ces commentaires sont là pour vous aider à faire le projet dans cette première partie. Dans la deuxième partie, j'écrirai dans la vidéo le code de la solution et la solution sera disponible dans la description de la deuxième vidéo. Le code que vous avez en face de vous avec les commentaires est disponible par contre dans la description de cette vidéo et je vous invite fortement à le télécharger. Il contient plein d'informations nécessaires à la réussite de ce jeu du juste nombre. Donc voyons les commentaires ensemble. On a d'abord des déclarations d'attributs. Il y a 3 attributs à déclarer. Un attribut que j'ai appelé nombre hasard, qui sera associé au nombre qui est choisi au hasard, donc qui sera associé plus tard dans le code. L'attribut compteur, qui représente le nombre d'essais pour trouver le nombre, donc c'est un compteur, comme son nom l'indique. Et un attribut rejoué de type bool, donc booléen, qui détermine si on peut rejouer ou non. En début de partie, elle est initialisée à false. Je vous rappelle qu'un booléen peut prendre 2 valeurs, true ou false, et en début de partie, on l'initialise à false, car il n'y a pas de demande de rejouer une partie puisqu'on a commencé une partie. Et donc je vous ai mis le code de cet attribut qui est un peu différent du code des 2 autres attributs. Il est là, va rejouer bool égale false. Après ce bloc de déclaration d'attributs, on a la déclaration d'IBOutlet. Pour déclarer ces IBOutlet, vous allez associer les objets graphiques de l'interface au code avec le trait bleu, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Il y aura 3 objets graphiques à associer au code, le label qui affiche le résultat, donc celui qu'on a centré en dessous du bouton valider, le champ de texte où vous entrez le nombre évidemment, et le bouton valider. Si on a besoin de ces 3 là, c'est parce qu'on va les réutiliser par la suite pour exécuter les opérations de notre application. Ensuite, comme notre classe hérite de UIViewController, on va réécrire la fonction viewDidLoad qui est présente dans le protocole sur lequel la classe est basée. Dans cette réécriture de fonction viewDidLoad, on fait appel à la fonction dans la classe mère, au corps de la fonction dans la classe mère grâce au mot-clé super. Et après, dans cette fonction, il faut faire plusieurs choses. Il faut d'abord bloquer l'interaction du bouton valider. Lorsque vous arrivez sur la vue, on ne peut pas appuyer sur le bouton valider puisqu'il faut attendre qu'un nombre soit entré. Et pour bloquer l'interaction du bouton, il suffit d'écrire le nom que vous avez donné à votre outlet de bouton, suivi d'un point, de cibler la propriété enabled et de l'affecter à false. Tout simplement. Ensuite, il faut modifier le type de clavier pour le champ de texte. Il faut bien lui dire qu'il faut un clavier qu'avec des nombres et non avec des lettres. Donc pour cela, vous ciblez l'IBOutlet de votre champ texte. Ensuite, vous ciblez la propriété keyboardType et vous l'affectez à UIKeyboardType.numberPad. Et enfin, dans viewDidLoad, on termine par appeler la fonction qui choisit le nombre au hasard. Cette fonction va évidemment associer un nombre au hasard à notre attribut que l'on a déclaré plus haut. Cet attribut qui sera associé au nombre qui est choisi au hasard. Après cette fonction viewDidLoad, on a évidemment la fonction qui choisit le nombre au hasard, donc je l'ai appelé choisir nombre au hasard, et à l'intérieur, on va cibler l'attribut de la classe, donc l'attribut voulu de la classe avec self, le mot-clé self pour cibler un attribut de la classe, et on va l'affecter à exactement la même formule que quand on l'a programmé à la console, c'est-à-dire cette formule-là qui permet d'affecter un nombre aléatoire compris entre 1 et 100 inclus. Donc voilà pour cette fonction, elle fait juste ça, ça tient en une ligne, c'est très rapide. Et ensuite, la partie la plus importante, la déclaration d'IBAction. Alors donc dans ce commentaire, je vous ai mis le code que fait chaque fonction, donc chaque action. Mais par contre, ce n'est pas parce que je vous mets l'entête de la fonction ici qu'il faut que vous copiez ça dans le code. Ça ne marche pas comme ça du tout. Il faut générer cette action automatiquement en liant les objets de votre interface au code avec le trait bleu comme on a vu encore une fois dans la vidéo précédente. Sauf que cette fois-ci, au lieu de choisir outlet, il faudra choisir action. Donc surtout, ne réécrivez pas ces entêtes, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que cette entête soit générée automatiquement et vienne du fait que vous ayez lié les objets graphiques de votre interface au code. Donc on a une première action qui s'appelle entrée nombre. Donc il s'agit là de l'action de la zone de texte que j'ai appelée entrée nombre. Et là-dedans, on va tester si le champ de texte il possède des caractères. Donc pour tester ça, je vous ai mis le code. Vous mettez le nom que vous avez donné à l'IBOutlet du champ texte, vous ciblez la propriété texte, suivi d'un point d'exclamation, évidemment, pour respecter le fait qu'il n'est pas nul. Vous ciblez ensuite la collection characters et la propriété count. Cela va vous renvoyer le nombre de caractères dans le champ de texte. Donc pour tester si le champ de texte possède des caractères, il faut tester si le nombre de caractères est différent de 0. Ça veut dire qu'il n'est pas vide. Si c'est le cas, alors on va activer l'interaction du bouton valider. Vous vous souvenez, valider, on l'avait mis à false dans la fonction viewDidLoad. Et bien maintenant, on va le mettre à vrai, car un nombre aura été entré. Et donc pour le mettre à vrai, vous mettez le nom d'IBOutlet de votre bouton, la propriété enabled,
et cette fois-ci affecté à true. Vous voyez, ça ne change pas. Sinon, si jamais le champ de texte ne possède pas de caractère et donc qu'il est vide, alors on va bloquer l'interaction du bouton validé et dans ce cas on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on affecte enabled à false. La deuxième action ne concerne pas le champ de texte mais concerne le bouton validé. Ce bouton-là va faire plein de choses. Il va d'abord vérifier l'attribut rejoué, le booléen que l'on a placé tout en haut. Il va vérifier si rejoué est à false. Ce qui est le cas lors de la première partie puisqu'on le met nous-mêmes à false. Donc si rejouer est à false, qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer l'interaction du bouton validé. Bon, ça vous savez le faire, je l'ai expliqué juste avant. Ensuite, on va récupérer dans une constante le nombre entré dans le champ de texte. Donc je vous ai mis le code car c'est une syntaxe assez particulière. Vous voyez, je crée ma constante, letNombre, je la fais suivre de 2 points de son type, un type int, et je vais l'affecter au nombre entré dans le champ de texte. Pour récupérer le nombre entré dans le champ de texte, je convertis le champ de texte en int, puisque le champ de texte, normalement, c'est une chaîne de caractères, donc je le convertis en int. Donc vous écrivez int, parenthèse, ici, le nom de l'outlet de votre champ de texte, vous ciblez la propriété texte, toujours avec le point d'exclamation, vous fermez la parenthèse et vous terminez par un autre point d'exclamation, pour bien mentionner qu'on est sûr qu'il s'agit d'un nombre qui vient d'un champ de texte qui n'est pas vide. Voilà pourquoi il y a 2 points d'exclamation, c'est important, mettez-les. Je vous ai mis le code car il était un peu différent des autres. Après avoir fait ces deux choses-là, on va faire plusieurs tests. Et ça, c'est le test que l'on a mis lorsqu'on l'a programmé à la console. Si le nombre n'est pas compris entre 1 et 100, alors on affiche un message dans le label de résultat. Le label de résultat, c'est le label que vous avez déclaré avec libOutlet ici. Ce label-là, c'est celui qui est en dessous du bouton et qui va afficher si le nombre est plus grand, plus petit ou merci d'entrer un nombre entre 1 et 100. Et justement, c'est ce que vous devez faire ici. Si le nombre n'est pas compris entre 1 et 100, alors vous affichez un message dans le label de résultat. Sinon, si le nombre est plus petit que le nombre à trouver, alors vous affichez un message dans le label de résultat, et bien sûr, vous n'oubliez pas, cette fois-ci, d'incrémenter de 1 le compteur. De même, sinon, si le nombre est plus grand cette fois-ci que le nombre à trouver, alors vous affichez un message dans le label de résultat, et vous n'oubliez pas non plus d'incrémenter de 1 le compteur. Et sinon, si jamais aucun des autres cas n'est respecté, eh bien ça veut dire que l'on a trouvé le nombre, puisqu'il est ni plus petit, ni plus grand, ni hors de l'intervalle. Donc lorsqu'on a trouvé le nombre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on incrémente de 1 le compteur, car même si on donne la bonne réponse, ça compte comme un essai, donc il ne faut pas oublier de faire ça. Ensuite, on va bloquer l'interaction entre l'utilisateur et le champ de texte. Donc je vous ai mis le code, car ça on ne l'a pas fait. Donc ici vous mettez le nom que vous avez donné à l'outlet de votre champ texte, puis vous ciblez la propriété User Interaction Enabled et vous l'affectez à False. Ensuite, vous affichez un message de réussite avec le nombre d'essais évidemment dans le label de résultat. Bravo, vous avez trouvé tel nombre en tant de coups. Ensuite, on va changer le nom du bouton validé, on va le changer en rejouer et pour ça, il faut utiliser ce code-là. Donc ici, vous mettez le nom de l'outlet de votre bouton, vous ciblez la propriété setTitle, vous mettez en premier paramètre le nom que vous voulez lui donner, suivi d'une virgule, ce petit bout de code qui permet de changer le titre. ForState, normal avec un N majuscule. Cela va changer le nom du bouton validé en rejoué. Ensuite, vous activez l'interaction du bouton validé. Là, on l'active parce qu'on en a besoin pour cliquer sur rejouer. Et donc, pour activer l'interaction du bouton validé, vous savez comment faire. Et chose très importante, on va passer la variable rejouer, c'est-à-dire notre booléen, à l'état true. Car maintenant, il est possible de rejouer puisqu'on a fini la partie. Et enfin, une action qu'il faut faire que l'on passe dans cette structure conditionnelle ou pas, c'est vider le champ de texte. Donc pour vider le champ de texte, rien de plus simple, vous ciblez le texte de votre champ de texte et vous lui affectez des simples guillemets, soit une chaîne de caractères vide. Ça marche très bien et c'est une très bonne solution. Mais il ne faut pas oublier de faire ça, sinon l'ancien nombre que vous avez testé va rester affiché dans la zone de texte et c'est pas très pratique lorsqu'on veut essayer un autre nombre, lorsqu'on veut faire une nouvelle partie. Il faut mieux que la zone de texte se vide à chaque essai. Pour le sinon, je tiens à donc vous rappeler que le bouton valider, c'est le même bouton que le bouton rejouer. On se sert du même bouton, sauf qu'on change simplement le nom du bouton. Donc cette action, tester nombre, qui est testé pour le bouton valider, il va être aussi testé pour le bouton rejouer. C'est pour ça qu'on teste si l'attribut rejouer est à false, car quand on va cliquer sur le bouton rejouer, l'attribut rejouer ne va pas être à false, il va être à true, puisqu'on l'a mis à la fin de la partie. Donc cette fois-ci, on ne va pas aller dans le si, mais on va aller dans le sinon. Et qu'est-ce qu'on fait dans le sinon? On remet l'état de l'interface à une nouvelle partie. C'est-à-dire qu'on passe l'état de la variable rejouer à false, rejouer redevient false comme au début. On vide le texte du label de résultat, évidemment il ne faut plus qu'il y ait affiché la phrase bravo, vous avez trouvé le nombre en tant de fois. Ensuite, on active l'interaction entre l'utilisateur et le champ de texte, comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on met true. On change le nom du bouton rejouer en validé, donc là on fait l'inverse, donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs là ce n'est pas rejouer mais validé, je me suis trompé, voilà.
Ensuite, on bloque l'interaction du bouton valider, vous savez le faire, et on remet le compteur à 0, très important, sinon vous allez trouver des nombres d'essais assez énormes au fur et à mesure que vous recommencez des parties. Donc n'oubliez pas de le remettre à 0. Et enfin, une dernière chose qu'il faut faire, c'est appeler la fonction qui choisit le nombre au hasard pour recommencer une nouvelle partie. D'ailleurs, je me suis là aussi trompé. Cette fonction, elle va ici. Elle est comprise dans le sinon, hein, bien sûr. Donc on remet le compteur à 0 et après on appelle la fonction qui choisit le nombre au hasard. Et là on recommence une nouvelle partie et donc lorsqu'on va cliquer sur valider on va repasser dans ce test là et on va voir si on a gagné ou non. Donc voilà en gros le code qu'il faut faire pour cette application. C'est un exemple de code, hein, c'est pas le code. Il y a plusieurs solutions, moi c'est celle-ci que je vous conseille car elle se rapproche de celle qu'on a fait à la console, notamment dans cette partie-là, et elle permet aussi de traiter des propriétés intéressantes comme Enabled, SetTitle ou User Interaction Enabled. Donc maintenant c'est à vous de faire l'application, il suffit de traduire le commentaire en code. Normalement je vous ai mis tous les codes que l'on n'a pas fait pour que vous n'ayez pas trop de mal et j'espère vous avoir bien orienté et vous aurez donc la solution dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos projets à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et vous pourrez bien sûr télécharger le fichier avec les commentaires dans la description. Et dans la prochaine vidéo, je ferai la solution de cette application et on aura réalisé notre premier jeu iOS en Swift. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.